Bonsoir à tous. Merci infiniment d'être là nombreux, d'avoir répondu à cet appel paille pour cette troisième, peut-être dernière, mais peut-être pas, édition. Donc ce soir, on est réunis parce qu'il y a 3 ans, nous étions, nous nous lancions, innocents et inconscients peut-être, dans cet appel paille, avec une belle ambition, mais aussi cette impression d'être un peu des 12 illuminés du biosourcé. Nous, c'est qui ce nous? Pour ceux qui n'étaient pas là il y a 3 ans, nous, ce sont les 4 filiales normandes du groupe Action Logement Immobilier, qui sont Logement Familial de l'Eure, Logicia, 3F Normandie et le Géocène. Nous étions animés d'une sincère envie de travailler ensemble, de comprendre, de progresser ce matériau pour avancer dans la décarbonation de nos actes de construire. On aimait aussi faire des jeux de mots, même si certains ont mis du temps à les comprendre. Merci Alain d'ailleurs pour cet appel paille qui est aussi ton œuvre. Le projet trouve aujourd'hui sa première conclusion. C'est d'abord une histoire de rencontre, une histoire d'hommes et de femmes. Frédéric Denise, le premier à m'avoir emmené sur un chantier paille avec son engagement chevillé au corps, et puis tous les pailleux, toutes les pailleuses rencontrées par la suite. Tous avec cette énergie, cette envie de communiquer, cet enthousiasme, cette envie de partager, de faire grandir, d'accompagner. J'ai fini par conclure que c'était ce matériau, la paille, qui donnait la flamme, et pas un feu de paille, à tous ceux qui, qui s'aventuraient à la manier. Nous étions 4 maîtres d'ouvrage et nous avons progressé. Nous avons pris le temps de nous poser les bonnes questions. Nous avons pris le temps de découvrir, de nous nourrir, et pas qu'à l'apéro, de toutes les expériences, de toutes les expertises disponibles. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Nous avons cheminé pour faire réseau, pour nous acculturer, pour cartographier, pour trouver les voies qui assurent les bâtiments et qui réassurent les collègues, pour délivrer enfin ce cap, se concevoir autrement en paille, sous la houlette bienveillante et intelligente de Forol Studio. Je vais les laisser après vous présenter ceux qui nous ont accompagnés pendant ces 2 années bien tassées sur ce projet. C'est peu dire qu'aujourd'hui nous sommes heureux et un petit peu fiers aussi de ce travail collectif que nous avons fait. Travail pour lequel je remercie évidemment Hugo Crespi. Quel bonheur de travailler dans ces conditions. Nicolas Bouisson aussi de Forol Studio. Sylvain Tessier du bureau d'études ECO. Jean-Pierre Schwartz d'Alp Control. Et puis aussi Olivia Grandperrin, graphiste. Et vous verrez, quand vous verrez l'outil, que n'était pas anodin de s'adosser au talent d'un graphiste pour faire comprendre, participer à la compréhension de ce qui peut parfois être un petit peu technique. Je remercie aussi la Chambre d'agriculture, Isabelle Guettem qui est là, et l'ARP Normandie tout particulièrement, Laure Chéniaud, Roxane Chardot et Julien Viau, je ne sais pas s'il est là, mais en tout cas pour leur accompagnement dans la continuité, parce qu'ils ont toujours été là quand on a eu besoin d'eux, et pour comprendre une filière, pour comprendre, faire réseau, pour réussir à rassembler un maximum de personnes, ce sont des piliers dans ce réseau, et je les en remercie sincèrement. Ce soir, c'est une première conclusion. C'est aussi le début d'une nouvelle vie pour ce projet CAP qui va prendre un petit peu son envol, qui va être ouvert à tous ceux qui auront envie de s'en saisir, et je sais déjà qu'ils sont nombreux. Assurément, pour nous, c'est une première conclusion pour ces 4 ESH qui se sont lancés dans cette aventure collective, mais je sais déjà qu'il y aura des suites, je vous en reparlerai sans doute à la fin. En tout cas, c'est un sujet qui nous a accompagnés et qui nous accompagnera encore pendant un bon moment, je pense. Merci. Je laisse la parole à Nicolas Canzian, qui nous fait, du Réseau français de la construction de paille, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir et qui va vous présenter un petit peu le réseau. C'est moi qui suis honoré d'être ici, en fait, parce que le travail qui a été fait est déjà salué au sein du RFCP. Vraiment, je tiens à féliciter les financeurs et puis les acteurs de ce projet, parce que vraiment, c'est un travail formidable. Et j'espère qu'on va le continuer ensemble. Non, dans l'autre sens. Le réseau français de la construction en paille, c'est une association qui a 20 ans cette année, donc 2006, création du réseau, qui est le cumul de plusieurs petites associations qui existaient déjà. On a des représentants en région, donc là il y a le réseau français national, et puis il y a les représentants en région. Ici c'est l'ARP Normandie qui nous représente. On a plus de 1000 adhérents,
professionnels de toute la filière, hein, maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, architectes, constructeurs, artisans, etc. Des agriculteurs aussi. 60 formateurs agréés qui font les formations ProPaille et d'autres formations. 8 experts, c'est quelque chose qu'on veut développer de plus en plus. Il va y en avoir de plus en plus des experts. Il y a des experts par exemple sur les enduits, etc., qui peuvent venir en accompagnement dans certains cas pointus sur des projets. Et aujourd'hui, il y a 7 salariés au RFCP. Les compétences, c'est on fait principalement on fait de la R&D, du réglementaire avec les règles professionnelles, on développe des formations et tout ça dans un but de bien commun, c'est-à-dire que c'est pas du privé, tout ce qu'on développe peut être utilisé par tout le monde et c'est l'objectif de cette association. Localement en région, ils font l'animation du réseau et la promotion de la construction paille. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails. Juste pour info, la ressource paille, on a fait vous devez le savoir, mais il y a eu des fiches par région et vous êtes gâtés en Normandie. Hein, il y a de la ressource, vraiment, il y en a en quantité. Et donc, avant d'épuiser la ressource et surtout avant de rentrer en concurrence avec les usages agricoles, il y a beaucoup de marge. Donc voilà, il n'y a pas de problème de ressources dans votre région. Vous pouvez télécharger cette fiche sur le site du RFCP si vous voulez, c'est donc la fiche de Normandie. Aujourd'hui, on est parti les règles professionnelles en 2006, quand ils ont développé les règles professionnelles, c'était la botte de paille. Aujourd'hui, on a des panneaux, il y a des représentants ici de la fabrication de panneaux de paille, et puis il y a de la paille hachée aussi qui arrive, donc, et puis des bottes à façon, c'est-à-dire des bottes avec des dimensions autres que celles de départ. Donc on voit que le type de produit augmente et donc les domaines d'emploi aussi vont s'élargir petit à petit. Bon, il y a des personnes qui parleront de la réglementation tout à l'heure. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en termes de R&D, on a un gros projet en ce moment qui s'appelle POP 2030, où on va faire beaucoup d'essais, feu, mécanique, humidité, on va instrumenter des bâtiments, on va aussi faire des cahiers de détails techniques, enfin beaucoup de choses, tout en bien commun. Et donc on est financé par l'ADEME pour cela. Et on est 18 partenaires, il y a des laboratoires comme le CERIB, le CSTB, le FCBA, il y a des universités qui font de la recherche sur l'hygrométrie, enfin voilà. Je suis là encore ce soir après, si vous avez des questions, je ne vais pas prendre trop longtemps la parole parce que je pense qu'il y a des choses plus importantes à partager après. Donc je suis là si vous avez des questions à poser au niveau du RFCP, sur comment on fonctionne, n'hésitez pas. Voilà, merci, je dois passer la parole à... Hop, le film. Voilà, merci. Concevoir autrement. Il y a 3 ans, 4 bailleurs sociaux normands se lançaient ce défi. Logéocène, 3F Normandie, Logicia et le logement familial de l'Eure ont décidé d'unir leurs forces pour aider à structurer une filière de construction en paille en Normandie. Un projet ambitieux baptisé Appel Paille. Tout est parti d'un constat simple. La nouvelle réglementation environnementale, la RE 2020, nous oblige à réduire fortement l'empreinte carbone de nos constructions. Et juste là, sous nos yeux, il y a un matériau local, renouvelable chaque année, disponible en grande quantité, la paille. Eh bien, en Normandie, en tout cas, on a un énorme potentiel autour de la paille. C'est 175 000 tonnes. 175 000 tonnes, en fait, c'est tout simplement ce qu'il nous faut pour faire 100% des constructions de l'habitat en Normandie chaque année. Bien sûr, des expérimentations existaient déjà, quelques projets ici et là, avec des résultats encourageants, mais des difficultés également. Alors, une question s'est imposée. Pourquoi ne pas avancer ensemble ? Mutualiser les compétences, partager les risques et surtout accélérer l'apprentissage collectif. Je fais partie du groupement d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le bureau d'études ECO et le contrôleur technique Alpes Contrôle pour aider les 4 bailleurs sociaux à maîtriser le sujet de la paille et à faciliter la mise en œuvre de la paille dans leurs projets de logements sociaux. Pour faire émerger une vraie filière paille en Normandie, les enjeux étaient clairs. Il fallait 3 choses. D'abord, créer une culture commune autour d'un matériau encore peu connu. Ensuite, monter en compétences, collectivement. Et enfin, envoyer un signal fort au marché. Nous, bailleurs sociaux, nous nous engageons sur des volumes concrets. Objectif, 10% de notre production annuelle en paille d'ici 2027.
Le projet Appel Paille est né de cette envie d'apprendre et d'évoluer, de grandir ensemble sur le sujet. Sans cette promesse de débouché, impossible de structurer une filière locale et durable. Pendant 3 ans, l'Appel Paille a pris vie à travers de nombreuses actions. 5 apéropailles ont été organisés aux 4 coins de la Normandie. Architectes, agriculteurs, élus, entreprises, tous réunis autour de temps d'échanges simples et conviviaux. L'occasion de découvrir des réalisations concrètes, de poser des questions et surtout de lever les doutes. L'idée est de faire discuter tous les acteurs de la filière, de la production du matériau paille, donc les agriculteurs, ainsi que les maîtrises d'ouvrage qui sont là pour commander des bâtiments et construire des bâtiments en paille. Ce côté animation de réseau avec des apéropailles, l'idée c'est d'avoir un expert sur un sujet, un temps d'échange professionnel et ensuite un temps d'échange plus informel. Pouvoir donner envie à d'autres personnes de construire en paille, ça me semble être tout à fait réjouissant. Il y a un gisement énorme de paille qui peut facilement être maintenant utilisé dans la construction avec différentes techniques possibles, des techniques qui se développent encore. C'est presque un avantage concurrentiel pour l'économie de la construction. Une journée de visite dans le centre Val-de-Loire a permis de voir ce qui fonctionne ailleurs. Des chantiers en cours, des bailleurs déjà engagés et même la plus ancienne maison en paille de France qui a plus de 100 ans. Et puis, il y a eu la formation, un volet essentiel du projet. 23 personnes ont suivi la formation certifiante ProPaille sur 5 jours et 43 autres ont participé à la journée Construire en paille dédiée aux maîtres d'ouvrage. Tout ce travail collectif a abouti à un livrable concret, la boîte à outils CAP, Concevoir autrement en paille. Un guide complet qui rassemble l'ensemble des connaissances acquises, des retours d'expérience de professionnels déjà engagés, un diagramme pour accompagner chaque étape d'un projet et des fiches pratiques sur le matériau, la réglementation, l'économie et l'organisation des chantiers. Aujourd'hui, les 4 bailleurs ont des projets en paille en cours ou sur le point de démarrer. L'objectif des 10% en 2027 est désormais à portée de main. Mais au-delà des chiffres, l'Appel Paille a surtout réussi à créer une dynamique, à donner envie, à faire tomber les idées reçues. En Normandie, la paille n'est plus un matériau marginal. C'est une solution d'avenir portée par un écosystème qui se structure. Moi, je suis extrêmement ravie de la dynamique qui s'observe sur notre territoire. Je pense que le défi, ce sera de structurer et de fédérer en fait, l'ensemble de ces acteurs-là et que ce dialogue-là soit propice en fait, à démultiplier les projets. L'Appel Paille ne fait que commencer. Je propose d'enchaîner sur un petit mot de notre directeur général préféré, au nom des 4 filiales. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Mathias Livinoguer, je suis directeur général de l'OGEOCEN. Très heureux de vous accueillir ici, très heureux de participer à cet événement. Donc, je m'exprime en quelques minutes, mais au nom des 4 entités du groupe Action Logement qui ont porté cette démarche. Donc Logicia, Logement Familial de l'Eure, 3F Normandie et nous-mêmes, le GEOCEN. Juste pour vous dire peut-être très rapidement pourquoi on a fait ça. Voilà, donc 3-4 idées. La première, c'est que quand on regarde notre activité, nous, d'acteurs, d'opérateurs de l'habitat social, plus de 60% de notre bilan carbone aujourd'hui procède de l'acte de construction ou de réhabilitation, enfin de nos travaux en quelque sorte. Donc ça veut dire que si on réfléchit en termes de décarbonation, on est obligé de se poser la question de savoir comment on mène l'acte de construire, l'acte de réhabiliter, et bien sûr la question des matériaux émerge immédiatement. Donc il y avait pour nous, comme pour beaucoup d'acteurs de l'habitat, c'est une vraie révolution, c'est vraiment une vraie transformation des modes de faire qui est devant nous. Et donc ça nous donne bien évidemment une obligation, une forme d'urgence même, à investir sur le sujet intellectuellement, à expérimenter et à développer des nouvelles compétences et de nouveaux procédés. Donc ça c'est la première raison, c'est une raison je dirais interne. C'est que si on veut se décarboner, il n'y a pas d'autre solution que de changer nos modes de faire et les changer radicalement. Il y a une deuxième raison, c'est que comme on pèse quand même économiquement, qu'on a un certain poids en termes de l'activité, on a un rôle d'entraînement, on a aussi une responsabilité un peu plus sociétale, plus générale.
c'est on peut peut-être prendre plus de risques que d'autres opérateurs qui n'auraient pas notre assise. Donc on peut être en avance de phase sur certaines opérations. Et puis on peut avoir un effet d'entraînement pour des filières si on s'engage sur des volumes, parce qu'on donne des signaux, parce qu'on peut aider au passage à l'échelle de nouvelles techniques. Et c'est ça aussi l'approche qu'on a eue tous les quatre, c'est de se dire, si on unit nos forces, si on travaille ensemble, on peut contribuer, modestement, mais contribuer significativement quand même à ce passage à l'échelle, donner de la visibilité aux acteurs. Et donc c'était la deuxième raison, c'est comment est-ce qu'on contribue à l'écosystème par notre action conjuguée. La troisième intuition qu'on a eue, qui est pleinement réalisée dans ce projet Appel Paille, c'est qu'on ne fait rien tout seul. Voilà, c'est une chaîne d'acteurs et que donc travailler, et ça a été vraiment le dénominateur commun de la démarche, mais travailler en open source, travailler vraiment à livre ouvert, partager tous les éléments qu'on peut produire de connaissances, de réflexion, c'est la clé. Voilà, c'est la clé. Il faut produire de la connaissance, il faut produire de la réflexion, mais il faut le partager. Il faut se former, et donc cette logique d'open source, de partage, qui est d'ailleurs très substantielle au 139 en général, mais là, elle trouve tout son sens. C'est par ce biais-là que, collectivement, notre intelligence collective sur le sujet s'améliorera. Et donc c'était aussi une troisième motivation, c'est alimenter cette démarche de open source, de partage ouvert de connaissances sur un sujet qu'on est tous en train de défricher aujourd'hui, quand même, il faut le reconnaître. Voilà, donc c'est une marche importante, cette démarche. Vous allez voir, les résultats sont extrêmement convaincants. Ce n'est pas la fin de l'histoire, on a d'autres sujets à explorer, bien sûr, tout ne résidera pas, on aura d'autres réflexions à mener sur d'autres matériaux, d'autres techniques, bien évidemment, on le fera. Mais voilà, je trouve en tout cas que c'est un très bon exemple de ce qu'on est capable de faire quand on prend les choses collectivement et dans le bon sens, c'est-à-dire en associant les compétences, en partageant, en ayant des démarches d'animation collective. Et donc je tiens vraiment à remercier tous ceux qui ont porté cette démarche. Alors, Marie, bien sûr, mais tous tes homologues avec toi, qui ont porté cette démarche-là avec toi. Vous avez fait un travail remarquable, moi je trouve. Je remercie tous les acteurs de la démarche qui ont contribué, qui ont participé à tous ces échanges. Donc vraiment, merci à vous. Je remercie aussi Action Logement pour ses financements, parce que tout ça a été financé par une démarche de R&D du groupe Action Logement, qui s'appelle Alinov, sans laquelle on n'aurait pas pu non plus mener ces actions. Donc merci pour tout ça. Et puis encore une fois, merci pour votre présence et impatient de redécouvrir, parce que j'ai eu quelques avant-premières, mais de partager avec vous en tout cas les résultats de ces travaux. Donc merci beaucoup. J'ai la joie de passer la parole à notre équipe élargie d'assistants à maîtrise d'ouvrage qui n'ont pas juste assisté. C'est ça que la zapette. Roxane, on est nombreux. Mais en fait, on cache derrière nous un nombre aussi très conséquent de personnes qui ont contribué de manière ou une autre donc, aux différents outils qui vont vous être présentés. Très rapidement, donc, vous m'avez vu dans la vidéo avec des pellicules sur le torse et un peu tout rougeau. Je suis Hugo Crespi, associé à Nicolas Bouisson. On est architecte, associé de l'agence Forul Studio, qui est une agence donc spécialisée dans la question de l'éco-construction. On a réalisé plus de 15 projets en paille et donc on a piloté ce projet avec l'ensemble de nos co-traitants. Donc je vais passer la parole à vous. Enchantée, moi c'est Olivia Grandperrin, donc je co-dirige le studio de création Atelier Baudelaire. Donc on est spécialisé dans les champs de la culture, des territoires et de l'innovation. Sylvain Tessier, bureau d'études éco, installé à Rouen et à Nantes, bureau d'études de 14 personnes, économies à construction, ingénierie thermique et environnementale, porté par des ingénieurs aussi CVC et électricité, et des pilotes de chantier, et on a contribué sur tous les aspects économiques et environnementaux de l'outil. Oui, bonsoir, Jean-Pierre Schwartz, donc Alpes Contrôle, contrôleur technique qui se développe un peu sur tout le territoire. On a passé la barre des 1000 personnes en 2025, donc ça commence à devenir sérieux. Et donc moi je suis à la direction technique et je m'occupe particulièrement des constructions terre et paille,
donc en lien avec l'innovation. Charde Roxane, je suis animatrice réseau à l'ARP Normandie, donc l'association régionale de promotion de l'éco-construction, qui est le point d'attache du réseau français de la construction paille en Normandie notamment. Mais on ne travaille pas que sur la paille, on travaille également sur tous les autres écomatériaux en Normandie. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer cette présentation, un panel de quelques projets qui ont comme caractéristique commune d'être tous construits en paille. Et donc on voulait montrer un peu par là la pluralité des possibilités qu'offre ce matériau de construction. Donc là on a autant des équipements publics que du logement collectif ou privé, et des interventions en neuf, en réhabilitation, en extension, en surélévation, avec toutes sortes de matériaux. C'est-à-dire que là on ne voit pas jamais la paille, mais on voit qu'on a des revêtements en pierre, en enduit, en acier, en bois évidemment. Voilà. Et donc on voulait par là montrer qu'on ne se doute pas forcément du nombre de projets qui sont déjà construits en paille aujourd'hui en France, et qu'il n'y a pas de frein. Enfin, voilà, en tout cas que nous on est là pour essayer de montrer l'absence de frein à une construction plus élargie en paille. Donc la paille en France aujourd'hui, c'est avant tout un cadre assurantiel. Donc ça c'est vraiment un élément très important, puisque la construction est encadrée par des règles professionnelles depuis 2012. Chaque année, on a plus de 500, alors Nicolas Constant nous disait même de 700 à 800 personnes qui sont formées pro-paille par an. Donc c'est la fameuse formation de 5 jours qui permet de tout connaître pour construire en paille. On a actuellement, on recense environ 10 000 bâtiments construits en paille en France. Et chaque année, entre 500 et 1000 bâtiments voient le jour. Et enfin, un chiffre qui nous semble toujours important, c'est que la paille, c'est un coproduit de l'agriculture, et qu'en prenant seulement 1%, on pourrait isoler environ 10% des constructions neuves qui sortent chaque année. Voilà, donc il y a des capacités qui sont vraiment importantes. Et malgré ces chiffres-là, malgré l'impression donnée par cette première aperçu que ça pourrait paraître simple, en fait, on se rend compte beaucoup de freins sont ressentis par les maîtres d'ouvrage, les constructeurs, etc. Finalement, c'est une infime partie de la construction, enfin, en tout cas, c'est plutôt à la marge de la construction française que sortent ces projets. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a du coup été mandaté par les acteurs d'Action Logement, donc Logéo, Logicia, Logement Familial de l'Eure et 3F Normandie, pour donc travailler sur cette question de développer la filière paille et la construction paille. Pour ce faire, on a commencé ce travail avec des ateliers avec les équipes des 4 bailleurs. Quand je dis les équipes, c'est vraiment les équipes élargies, les chargés d'opération, les juristes, les acheteurs, les directions générales, pour réfléchir autour des freins notamment. Enfin, en tout cas, c'est ça que ça fait ressortir, c'est un certain nombre de ressentis plutôt en tout cas négatifs qui témoignaient des difficultés à imaginer de franchir le pas vers de la construction paille. Les freins ressentis, en l'occurrence, du plus récurrent au moins récurrent, il n'y a pas d'entreprise pour faire, ça va coûter trop cher, de toute façon on n'y connaît rien, ça va pas être assurable, ça va être la cata, et puis dans tous les cas on n'a pas la place, c'est trop épais, les murs, etc. Ça ne tiendra pas longtemps, c'est trop compliqué, les rongeurs, l'eau, etc. Enfin voilà, un certain nombre de peurs, et c'est ça qu'on a essayé de travailler au début, avec notamment tout un travail de visite, de chantier en cours de construction, des chantiers livrés, déjà en fonctionnement, et également des démonstrations de techniques de construction qui ont permis déjà de mettre un premier pied dans la paille concrètement. Également, on s'est appuyé sur
un cycle de conférences, d'apéropailles, avec donc des intervenants un peu de différents bords de la construction qui sont venus partager leurs expériences sur la construction en paille. Et donc ce travail a permis de faire émerger donc, deux outils. Le premier qui va être présenté par Roxane dans un instant, qui est une cartographie qui recense les acteurs de la construction paille en Normandie. Et enfin l'outil CAP qui sera présenté juste après. Oui, merci. Merci. Oui, alors donc la cartographie de la construction paille en Normandie. Faut savoir que l'ARP recense depuis déjà plusieurs années les acteurs, principalement, de l'éco-construction de manière générale. Et il nous a été demandé, du coup, de vraiment cibler sur les professionnels qui ont ou ont le souhait de construire en paille ou qui l'ont déjà fait. Et également de les lier avec, pourquoi pas, des exemples de réalisation qui existent déjà et qui ont déjà, en quelque sorte, ont fait leurs preuves, en fait, et qui existent sur le territoire normand. Donc, à ce jour, pour le moment, sur la carte, on recense une centaine à peu près d'acteurs, 25 réalisations. Ce n'est pas exhaustif, bien entendu. Cette carte, elle est encore toujours amenée à évoluer. Pour ça, sur le site internet de l'ARP, vous retrouvez tout ce qu'il faut pour être recensé, soit en tant que professionnel, soit pour recenser votre projet, que ce soit un chantier de réalisation, un chantier en cours ou un projet déjà réalisé. Et puis voilà, le nombre ne cessera le nombre de professionnels sur cette carte ne cessera de grandir. Il faut savoir qu'en Normandie, on forme un peu moins d'une centaine d'acteurs à la Propaille, par exemple. C'est déjà beaucoup par an. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Donc à la question, y a-t-il des professionnels et des entreprises de la construction paille en Normandie? On répondra oui. De l'agriculteur jusqu'au bureau de contrôle, vous retrouverez vraiment à peu près tous les corps de métiers intervenant sur la filière, dans la filière sur cette cartographie. Et vous pouvez voir donc pour chaque acteur recensé sont liées les réalisations qu'il a faites, si elles sont elles-mêmes recensées sur la cartographie. Voilà, je vous laisserai après aller voir sur la cartographie en elle-même. Vous avez vraiment toutes les informations qui sont décrites sur le projet en question et sur les acteurs qui l'ont réalisé. Voilà. Donc ça, voilà, c'est le QR code si jamais vous voulez le flasher, et vous irez voir après, bien sûr, la soirée pour être bien attentif durant tout le reste de la soirée. Je vous remercie. Merci. Donc le second outil qui a été développé dans le cadre donc de cette mission, donc c'est cette boîte à outils, littéralement une boîte, hein, son épaisseur, donc CAP pour concevoir autrement en paille. L'idée, c'était de reprendre en fait un à un ces différents freins ressentis et de venir opposer des contre-arguments. Alors du coup, ça coûte trop cher. Dans cette boîte à outils, il y a des études de prix de parois à l'échelle de la Normandie qui ont été réalisées. On n'y connaît pas grand-chose. Il y a tout un livret de fiches. On va en reparler. Des REX, des analyses techniques, des bonnes pratiques et des chemins de décision qui sont là pour faciliter la mise en œuvre. C'est un outil, vous allez voir, qui est un peu étrange, qu'on ne voit pas tous les jours. Et on tient vraiment à remercier du coup, pour sa confiance l'ensemble de l'équipe donc des 4 bailleurs, et notamment Marie Nguyen Koa, qui a accompagné et piloté ce projet donc, pour qu'il réalise dans cette forme un peu saugrenue. Voilà. Je vais passer la parole à Olivia, qui va vous présenter le contenu. Merci. Donc, je vais vous présenter ce fameux outil saugrenu. Donc il a vraiment été pensé comme un kit, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil qui se déploie, mais qui à la fois a été vraiment pensé pour être parfaitement transportable et j'allais dire remballable. Donc on l'ouvre. Ouais, je te tiens le micro. Donc on l'ouvre comme ça. Alors on l'ouvre en effet à l'envers, à la manière d'un manga. Voilà. Vous l'ouvrez, vous avez un premier livret repères et récits qui va permettre de problématiser. Donc là,
ce premier petit livret, il est en fait attaché, ce qui permet, quand vous êtes au coin du feu, d'avoir une lecture tout à fait fluide. Ensuite, vous ouvrez donc ce coffret, et là vous avez fichier façon, donc, qui va permettre de comprendre. Le fichier façon contient 41 fiches détaillées, et ensuite vous avez donc le fameux diagramme qui se lit dans les deux sens, donc qui est vraiment un outil, j'allais dire, de performance didactique. Où on a une grande complexité de l'information qu'il a fallu traiter et rendre donc accessible et intelligible. Donc il se lit dans les deux sens. On a d'un côté la réhabilitation, de l'autre côté la construction. Vous ouvrez comme ceci, et là vous avez en fait tous les scénarios, vous avez différents scénarios d'usage. Donc là, vous avez les différentes étapes du parcours, vous avez des cas d'études, et ensuite, vous le repliez. Et là, vous le retournez, et vous avez ensuite les parcours de construction de l'autre côté. Donc c'est vraiment un outil complètement réversible. Et c'est pas bon, on vous le regardera en détail parce que on va le zoomer un peu. Voilà. Et donc ici, cet outil permet de décider. Et pour finir, on a fait en fait des exemplaires noirs et blancs qui sont customisables, donc qui sont pour tout un chacun, pour que tout un chacun puisse faire l'exercice. Et donc ça, ils sont en libre. Enfin, il y en a 3 exemplaires dans chaque boîte. Voilà. Peut-être juste pour préciser du coup, repères et récits. Repères et récits, vous trouverez des entretiens qui sont problématisés suivant différents sujets, différentes thématiques, dans lesquels on a invité en fait les différents acteurs et actrices donc de la filière, de l'amont à l'aval, donc de la chambre d'agriculture jusqu'à la mise en œuvre donc sur site, jusqu'aux habitants même. Il y a une famille qui témoigne de ce que c'est que de vivre dans un logement paille, en passant par des architectes, par un chercheur qui va nous faire la joie de parler tout à l'heure, des AMO, des contrôleurs techniques. Voilà. Donc il y a tout un panel de problématiques, d'entretiens qui sont abordés donc, dans ce premier livret. Et qui a donc vocation à problématiser, à raconter des histoires, à vous montrer qu'il y a des parcours professionnels qui ont rendu cela possible. Et ensuite, comme le disait Olivia, les diagrammes qui se lisent donc, comme vous voyez, dans les deux sens, comme elle le disait, et on va juste... T'as une coupure. Ah, zut. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc ça, c'est le contenu donc, des diagrammes. Vous voyez, il y a pas mal d'informations. On va juste vous montrer un peu très rapidement comment ça fonctionne. Alors, ces chemins de décision, c'est vraiment des chemins de décision. Ils vont mettre en relation énormément d'éléments. C'est un outil qui est assez holistique pour cela. Donc la question du type de produit paille, les 3 types de produits que Nicolas présentait, la botte, la paille, le panneau de paille, la paille insufflée sont abordés. Les propriétés de la paille, notamment au regard de la réglementation en vigueur, l'économie, donc les coûts, l'organisation des marchés, le cadre assurantiel, la formation, les contraintes d'urbanisme, l'aspect architectural, tous ces éléments, y compris les questions de chantier, d'eau et de feu, sont intégrés donc, dans ces parcours. Alors, pour vous montrer un peu très bêtement comment ça fonctionne, on a zoomé sur une partie, les revêtements de façade. On imagine que vous êtes là dans votre parcours. Cette case-là, elle vous dit, d'après la fiche D2, le temps de mouillage de mes façades est... alors, je ne sais pas, je vais donc dans la fiche D2. Dans la fiche D2, je vois une grosse carte de Normandie. Mettons que je sois à Caen, ou au Havre, tant qu'à faire. Je suis au Havre, il pleut donc... Ah ben non, je ne suis pas au Havre, parce que j'ai mal enregistré mon truc. Mettons que je sois à Évreux. Voilà. À Évreux, j'ai un temps de mouillage plutôt faible. Donc inférieur à 10 jours par an, je peux donc avancer dans cette catégorie-ci. Et là, j'ai le choix entre 2 parements. Donc en parement extérieur, je peux soit mettre un enduit à la chaux, soit un bardage ventilé. Je vais donc lire la fiche, puisque vous voyez que vous avez des fiches référencées. La fiche D4 qui me raconte tout sur les bardages, comment on les met, combien ça coûte, quel type de bardage je peux mettre.
Ça me va plutôt bien. Donc je continue d'avancer. En remplissage, je mets la paille sous forme de... j'ai le choix, pareil, entre petites bottes, panneaux, paille insufflée. Les fiches correspondent aussi, m'aident à en savoir un petit peu plus. Ce sont des extraits, les fiches sont un petit peu plus longues. Il y en a 41, ça fait 120 pages, mais c'est en moyenne 3 pages par an. Et je continue, et ainsi de suite. Les diagrammes vierges que vous avez fournis dans la boîte vous permettent de les customiser en fonction de votre projet, en réhabilitation, en construction neuve. On aborde aussi donc, du coup, des problématiques de paille porteuse. Donc il y a tout un chemin de décision paille porteuse et de réhabilitation. Donc il faut y aller avec votre plus beau stabilo qui contraste bien avec le noir et blanc du reste du diagramme. Et vous pouvez du coup avancer comme ça, sachant que vous pouvez également télécharger d'autres diagrammes vierges. Donc vous avez un petit QR code dans la boîte qui vous permet aussi d'avoir d'autres éléments. Bien, je te laisse présenter les fiches. Oui. Je sais pas, vas-y. C'est Jean-Pierre. Oui, donc voilà, il y a des fiches par thème différents. Alors le premier, c'est la catégorie A, le matériau paille, parce qu'effectivement, quand on décide de s'attaquer à un matériau, la première chose, c'est quand même de connaître le matériau. Ça, c'est un élément qui est important. On a un peu perdu ça avec l'usage du béton, en disant on peut un peu tout faire, mais là, on revient quand même à une connaissance légitime et normale des matériaux. Pourquoi ? Pour pouvoir les mettre en place de la meilleure façon possible, en lien avec leur capacité réelle. Ça, c'est la première chose nécessaire. Donc, effectivement, une série de fiches qui parlent de ça. Et ensuite, la réglementation. Et puis, avec la grande question, est-ce que la paille, c'est assurable ? Alors, la paille est assurable, oui, très très fréquemment, souvent, parce qu'on a des règles professionnelles. Des règles professionnelles, ça veut dire que dès lors que l'on construit dans le cadre de ces règles, on est en technique dite courante, donc assurable. Alors forcément, vous allez me dire, oui, mais alors quand on n'est pas en technique courante, qu'est-ce qui se passe ? La première chose, c'est d'en discuter. C'est de voir peut-être qu'il y a des adaptations à faire pour, sur ce projet-là particulier, le rendre réalisable et entrant dans les techniques courantes. Donc là, il n'y a pas de souci. Et ensuite, on a d'autres possibilités. Être dans technique non courante, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire. Ça veut dire qu'il va falloir se poser des questions et notamment, si je vais dans la technique non courante, comment je vais pouvoir être assuré ? Et là, il y a de l'accompagnement, de l'innovation. Donc, il y a des appréciations techniques expérimentales. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Il y a des avis de chantier qui sont possibles également. Mais ça se discute au cas par cas. Donc, il est très rare aujourd'hui de dire un projet paille est totalement impossible. Alors ça ne veut pas dire que tout est permis aujourd'hui, mais on ouvre des perspectives, des champs. On a parlé tout à l'heure du projet POP 2030. Effectivement, on franchira des limites, on va passer à des choses qui vont au-delà des 8 mètres. Et donc, en perspective de 2030, logiquement, la paille est un matériau qui devrait être fortement diffusé. Parce qu'effectivement, elle a beaucoup de particularités qui vont dans le sens de baisser effectivement le taux de carbone. Et encore une fois, toujours avec la perspective quand même, le bon matériau au bon endroit. Ça reste la base de ce qu'il faut faire quand on veut gagner une assurabilité. Voilà, merci. La suite des fiches, on va aborder bien sûr la question de l'économie de projet. Il ne s'agissait pas de la balayer comme ça. On est allé au fond avec un langage qui n'a pas été dit, mais tout le document est fait dans un langage très simple, une discussion quelque part, très abordable. Et dans la partie économie, on vous donne des analyses technico-économiques de parois paille, avec des fourchettes de prix. L'idée, c'est pas de donner le prix juste, c'est de donner des fourchettes que l'on constate, en comparant les parois paille à leurs homologues
mais à performance équivalente. Et ce qu'on remarque très rapidement, mais vous le lirez plus dans le détail, c'est que quand on compare à performance équivalente, la paroi paille est compétitive, peut même être moins épaisse selon les techniques employées que d'autres parois de type dite conventionnelle. Et voilà. Et vous aurez ce type d'analyse et vous aurez également en capacité à télécharger le détail des coûts, des analyses carbone, déphasage et ainsi de suite. Et bien sûr, la paille ne va pas sans le bois. Donc on aborde la question du bois en identifiant aussi que l'on peut travailler certes en bois local, mais aussi avec différentes techniques de bois. Les parois paille peuvent être plus ou moins consommatrices de bois, et c'est ce qui fait qu'on a devant nous un panel très important de solutions qui permettent de réaliser des projets en justifiant, en démontrant qu'à l'échelle de projet, le surcoût de la paille, c'est peut-être entre 1 et 5% quand on compare les bonnes choses. Donc la partie D concerne la conception d'un projet paille dans lequel on s'est focalisé sur donc, plusieurs sujets. La première, c'est la question un peu de la forme architecturale. Est-ce qu'il y a justement des freins qui empêcheraient certaines formes donc voilà, on regarde un petit peu ces questions-là et au contraire, on montre l'étendue un peu des possibles. On regarde aussi un peu quelles sont les bonnes pratiques quand on utilise de la paille. Alors, on mentionne évidemment la question du bioclimatisme. Nous, on considère que c'est des choses qu'on doit penser de manière concomitante. Et ensuite, on va plus dans le détail de qu'est-ce qu'une paroi en paille. Et donc, on prend chacune des couches qui composent cette paroi et on essaie d'en expliciter les différentes composantes. Je reviens juste un tout petit peu sur la manière dont sont conçues ces fiches. Il faut vraiment se dire qu'elles ont vocation à être lues par n'importe qui, ou presque. Effectivement, nous, on est architectes, ingénieurs, etc. C'est nous qui avons conçu ces fiches, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir vulgariser un propos technique. Et donc, il y a dans le livret, il y a évidemment un glossaire qui permet de se repérer dans les différentes fiches. On a à la fin également un sommaire, un glossaire. On retrouve des définitions des termes. Et ensuite, on peut balayer un peu les fiches rapidement avec les titres et le chapeau et éventuellement rentrer dans le vif du sujet par l'intermédiaire. C'est un peu plus comme une sorte de FAQ, c'est-à-dire qu'il y a des questions et on y répond. Donc voilà, on n'assomme pas le lecteur avec juste des chiffres et des éléments techniques. L'idée, c'est vraiment que ça puisse être voilà, de faciliter la lecture. Et donc voilà, et donc ensuite on regarde donc toutes les couches qui forment la paroi à paille, puisqu'on ne parle pas donc exclusivement de paille, mais avec quoi on associe la paille. Donc évidemment structurellement avec le bois par exemple, et ensuite avec les enduits intérieurs, les cloisons intérieures. Quel type de parement, j'ai dit un petit peu en début d'intervention, la multiplicité des possibilités. Et donc voilà, tout ça est décrit et on prend un peu voilà, par la main le lecteur pour l'amener à prendre des décisions sur tel ou tel parement, par exemple. Je repasse la parole à Sylvain. Ah oui. Qu'est-ce que je dis? Montre-moi une fiche. Merci. Oui, c'est la suite effectivement de ce qui vient d'être dit. Une fois qu'on rentre dans les fiches par typologie de paroi, on vous présente graphiquement et aussi avec du texte les possibilités qui s'offrent à vous quand vous voulez construire avec de la paille. Et on finit évidemment par une référence à d'autres articles où vous pouvez compléter votre connaissance. Et puis, je le disais, à gauche, on a coût de la paroi, à la fois le coût de la paroi, à la fois une analyse de ce que ça peut représenter sur un bâtiment type. Et donc l'idée, c'est de vous guider et vous ouvrir le champ des possibles. Voilà. Et les dernières parties de fiches concernent le suivi un petit peu de chantier. Donc dedans, on parle notamment de la partie contrôle, autocontrôle. Parce que oui, la paille reste quand même un produit assez technique où il faut vérifier de la façon dont ça se comporte. Et donc, effectivement, ne pas oublier qu'il y a une partie de contrôle in situ qui se réalise pour vérifier que la paille est dans le bon état, que les détails sont corrects.
que l'on reste dans le cadre de bottes de paille. Récemment, il y a une entreprise, la botte, c'est de la paille qui a été comprimée, qui est maintenue par 2 ficelles. Quand on coupe les ficelles, on n'est plus dans de la botte de paille, donc on n'est plus dans les règles. Voilà, il y a des petites choses comme ça de temps en temps, donc voilà, ça nécessite d'être vérifié. Et donc les fiches sont là pour rappeler ce qu'il faut réaliser, mais aussi communiquer parce que effectivement c'est un matériau qui existe, ça fait 10 ans, il y a de nombreux chantiers qui sont réalisés et malgré tout il faut le montrer, d'autant plus que c'est ce qu'on a vu sur les premières photos, hein. Quand on livre un chantier en paille, on ne voit pas forcément que c'est de la paille. Donc ça peut être toujours intéressant de se dire profitons du chantier pour faire connaître la façon dont c'est construit, pour montrer qu'il y a bien de la paille, même si c'est justement en phase chantier que tout ça se réalise. Donc une fiche qui accompagne un petit peu cette nécessité de communiquer. Et puis on a aussi le rappeler dans des fiches les contrôles qualité, donc les petites listes de to-do list, alors qui ne sont jamais complètement figées. Après, bien évidemment, ça se fait opération par opération, mais on a quand même rappelé les principaux points où il faut veiller. Encore une fois, ça se passe souvent bien, à condition de toujours la même chose, de vérifier qu'on a bien anticipé les éléments. Et l'avantage, c'est que la formation ProPaille tend quand même à avoir des interlocuteurs qui connaissent le sujet. Et ça, c'est intéressant parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas dans tous les corps de métier. Pour conclure, du coup, c'est un outil, vous avez vu, très complet. On n'allait pas vous faire les 220 pages qui le composent là-dessus. Il va être distribué après, dans un second temps, au cours de la soirée. Il existe aussi une version plus light de cet outil, qui reste un outil qui est quand même un outil technique pour les maîtres d'ouvrage, architectes, bureaux d'études, charpentiers-charpentières. Mais du coup, il existe aussi sa version un tout petit peu plus light qui s'appelle l'appel paille, repères et récits, et qui en fait reprend l'ensemble des entretiens de problématisation qui sont donc dans l'outil et qui vous remet aussi les QR codes qui vont bien pour commander soit CAP si finalement vous avez décidé de vous lancer, soit pour aller sur la cartographie. Il sera également distribué donc après l'intervention de Martin Paco. Donc n'hésitez pas soit à demander CAP, soit à demander l'appel paille. Voilà. En tout cas, vous êtes les bienvenus et on a hâte d'avoir vos retours aussi sur cet outil. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, il sera distribué à la fin, ce qui est malin, puisque ça oblige tout le monde à rester encore avant de pouvoir repartir avec son exemplaire. Et je vous propose, avant justement de remettre le bouquin, avec Martin, de prendre peut-être un peu de recul, un peu de hauteur de vue sur la paille. Et c'est l'échange qu'on va avoir ensemble. On peut s'asseoir, Martin, je te propose. Si tu y vas comme ça, on devrait y arriver. Voilà. C'est particulier quand même. Et donc oui, je dis un peu de hauteur de vue, de perspective historique sur ce que c'est que la construction paille. Et pour rentrer dans le vif du sujet, donc tu es Martin Paco, tu es architecte, tu es également chercheur, et à un moment dans ta vie professionnelle, la paille t'a percuté. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et à quel moment c'est arrivé? Très bien, bonjour tout le monde. Donc effectivement, je suis architecte et j'ai commencé il y a 1 an une thèse sur la construction paille, mais plutôt non pas d'un point de vue technique ou d'ingénieur, mais d'un point de vue d'architecte et de côté des sciences humaines. Et donc, pourquoi tout d'un coup on a construit en paille, pourquoi ça a apparu dans plusieurs régions du monde à plusieurs époques, dans quel contexte, pourquoi ça a disparu, pourquoi ça a été réinventé, pourquoi ça a pris de l'ampleur et pourquoi aujourd'hui
on a un réseau professionnel en France, alors qu'on partait de quelques uluberlus, pourrait-on dire, éparpillés en France et dans le monde. Donc c'est ça que je fais aujourd'hui dans le cadre de ma thèse. Dans le cadre d'un CIFRE. Oui, que je fais dans le cadre d'une CIFRE. CIFRE, ça veut dire qu'on, je sais pas, je suis salarié d'une entreprise, je ne bénéficie pas d'une bourse d'État. Donc ça, je le fais dans une boîte qui s'appelle AREP, qui est une très très grosse entreprise, puisque comme chez Jean-Pierre, il y a 1000 personnes, qui est une des principales agences d'architecture et d'ingénierie de France, qui était liée qui faisait toutes les gares à une époque. Maintenant, c'est un peu plus diversifié. Mais donc, eux aussi s'intéressent à la construction paille ou à la construction terre. Et par ailleurs, j'édite une revue qui s'appelle Topophile, que je vous invite à lire. Elle est gratuite, elle est libre d'accès. Et j'ai été co-secrétaire du réseau français de la construction paille que Nicolas vous a présenté tout à l'heure. Et effectivement, la paille, je ne l'ai pas découverte professionnellement, je l'ai découverte en tant qu'étude, quand j'étais étudiant en architecture, non pas à l'école, je vous rassure, à l'époque, non, ça vous rassure pas du tout en fait que je vous dise ça, mais les choses ont changé. Les choses ont changé, elles changent même très rapidement, parce que maintenant, il y a des formations pro-paille qui sont organisées dans la moitié des écoles d'architecture de France, qui est quand même assez incroyable. Moi, quand je l'ai faite, ça n'existait pas en Ile-de-France, les formations pro-paille. Pourtant, c'était pas il y a si longtemps que ça. Et j'ai découvert la construction paille en visitant un chantier terre à Rosny-sous-Bois d'une école. Et je venais voir la terre, et puis je vois qu'il y a des bottes de paille empilées. Et puis je me dis, qu'est-ce que c'est que cette chose? Et j'ai été rapidement séduit, surtout que quelques mois plus tard s'organisaient des rencontres nationales à Paris du réseau français de la construction paille. Et là, je suis tombé dans un milieu assez incroyable de partage, de coopération, où tout le monde collaboraient les uns avec les autres, mais non pas du tout pour un intérêt propre, individuel, ou l'appât du gain, non, mais vraiment pour faire avancer le schmilblick ou le bien commun et faire trouver une autre manière de construire, pour reprendre votre titre. Et ça, j'ai trouvé que c'était aussi fabuleux, mais aussi parce que la paille a cette qualité très rare de ne pas être un produit, de ne pas être une marchandise, mais d'être une matière qui, une fois qu'elle passe par les mains d'un individu, d'un artisan ou d'une artisane, devient un matériau de construction. Et ça change tout, ce qui fait qu'il n'y a pas d'intérêt économique derrière, il n'y a pas de dépôt de brevet, il n'y a pas un processus secret. Voilà. C'est pour ça que Nicolas a pas mal insisté dessus, c'est que tout est un bien commun, y compris dans toute la production intellectuelle et technique du réseau français de la construction paille. Ça, j'ai trouvé que c'était très attrayant et stimulant. Assez rapidement et naturellement, c'est dans les chantiers, dans le fer, dans la fabrication que tu as développé ton intérêt sur la paille avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, d'être plus sur la théorie ou de penser ce qu'il y a derrière ce matériau. Pas forcément. Je n'ai pas fait tant de chantiers que ça, déjà parce que j'avais mes études d'archi à finir. J'ai pu faire la pro-paille, donc la formation proposée, et là c'était assez incroyable. C'est qu'en école d'archi, on est entre nous. On est entre archi, on n'aime pas trop se mélanger, quand même. Et puis on ne sort pas de l'école non plus. On est spécialiste de l'espace, mais on ne connaît que l'espace de la salle de classe, qui est souvent assez pauvre quand même. Sauf évidemment si on a la chance d'avoir des enseignants généreux et hyperactifs qui font nous faire découvrir plein de choses. Ça, on a de la chance ou non, ça ne dépend pas que de nous. Mais donc on peut aussi faire sa propre école en dehors. Et donc moi j'ai pu faire ma propre école, notamment dans les réseaux de l'éco-construction, en allant visiter des chantiers et en faisant la pro-paille, où là ce qui était assez merveilleux, c'est qu'on était tous ensemble, j'étais avec des menuisiers, des charpentiers, des tailleurs de pierre, des fresqueurs, des couvreurs. Donc on découvrait tout un monde, toute l'épaisseur de mon futur métier d'architecte, ou qu'est-ce que c'était que le bâtiment. Et c'était aussi cette ouverture très large qui était incroyable. Mais aussi on découvrait des choses qu'on ne voyait pas en école d'archi, qui était la physique du bâtiment. Mais on en parlait encore très peu à l'époque, et encore c'était il y a 10 ans, hein, donc c'est pas non plus si lointain. C'est ce que tu appelles le nouveau BTP ? Oui, l'expression n'est pas du tout de moi, mais elle me plaît beaucoup et on l'utilise souvent. Donc vous avez le béton tôle plastique, qui est l'ancienne époque, et puis le bois terre paille, qui est la nouvelle époque, mais qui n'est pas exclusif à ces trois lettres. C'est le jeu de mots qui nous plaît aussi, puisque même s'il dit beaucoup de choses, finalement derrière cet acronyme BTP, ce n'est pas que des matériaux qui seraient meilleurs que l'un ou l'autre, etc. Mais c'est aussi tout un système et une société derrière. À nouveau, celle du bien commun, d'une matière qui n'est pas un produit
brevetés, cachés, avec des procédés propriétaires, etc. Et que finalement, tout le monde peut retrouver une certaine autonomie, ou en tout cas, on a été dépossédé de l'acte de bâtir d'une certaine manière. Alors, tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'en a pas forcément envie, mais malgré tout, on nous a capté ce savoir. On dit non, c'est les architectes qui peuvent savoir. Je suis architecte, mais il n'y a que les architectes qui peuvent dire comment vous pouvez habiter, il n'y a qu'un maçon qui peut construire un mur, mais dans certains cas, non, c'est pas aussi systématique. Alors, en introduction, tu nous as dit que tu avais monté, que tu animes une revue qui s'appelle Topophile. Peut-être pour encore faire mieux connaissance, tu peux nous présenter. Là, j'ai des petits exemplaires papier que je pourrais faire circuler, mais c'est une revue en ligne qui est beaucoup suivie, qui a pas mal d'abonnés, tu vas nous dire, mais qui traduit quand même un intérêt derrière ça. Est-ce que tu peux nous présenter comment ça fonctionne et ce qu'on y trouve ? Très succinctement, c'est que justement, étant étudiant, c'est-à-dire ne sachant rien, comment on contribue à cet effort collectif, à toute cette émulation qu'il y avait dans le monde de l'éco-construction et au-delà de l'écologie sociale et de l'écologie politique. Et avec un ami, Raphaël Pochitz, on s'est dit finalement peut-être qu'une revue était un moyen pour échanger, diffuser toutes ces idées et ces actions portées par des gens merveilleux mais dont vous n'avez jamais entendu parler. Et même en regardant l'histoire, on voit bien que les mouvements politiques ou artistiques souvent se polarisaient autour d'une revue. Donc on s'est dit que c'était l'objet qui pouvait être très juste, à la fois pour parler à nos camarades qui ne connaissaient pas grand-chose, mais aussi à nos enseignants qui ne connaissaient pas grand-chose non plus. Et puis à tous ceux en dehors qu'on commençait à croiser en faisant l'école buissonnière. C'est incroyable. Et donc on a créé cette revue, donc Topophile, l'ami des lieux, la revue des espaces heureux. La topophilie, topos c'est le lieu, philia c'est l'amour, l'amitié. Certains d'entre vous sont peut-être cinéphiles. Et donc c'est cette quête de ce lieu où on est bien finalement. C'est un lien affectif qu'on entretient entre des individus et leur milieu, leur environnement direct. Et donc on a créé cette revue il y a 6 ans maintenant, 6 ans et demi, qu'on publie toutes les semaines des articles. Et on a sans moyens, tout est bénévole, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de subvention, il y a juste du plaisir. Enfin on essaye. Quand il n'y en a plus, on arrête. Et on a 15 à 20 000 lecteurs par mois depuis. Donc on est assez content. Et donc on a pu aussi dedans pousser un certain nombre de sujets autour de l'éco-construction et du nouveau BTP, notamment sur la paille, où j'ai pu traduire des textes, où on a interrogé aussi, comme Nicolas et Hugo ont pu le faire, on a interrogé aussi beaucoup de praticiens, qu'ils soient architectes, ou bureaux de contrôle, ou ingénieurs, ou artisans, charpentiers, charpentières, enduiseurs, enduiseuses, sur leurs projets pour essayer de comprendre le pourquoi du comment. Comment ils ont réussi là où d'autres ont échoué. Et souvent, en plus, c'est des gens qui sont aussi dans toute cette dynamique, et donc qui sont tout à fait dans cet état d'esprit de partager, y compris ce qui a raté et où ils se sont trompés. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas, hein, surtout avec les architectes. On est quand même beaucoup sur la communication, l'apparence, etc. Donc tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Mais là, dans ce réseau-là, on sait qu'on essaie d'avancer collectivement. Et donc, on les questionne sur le processus. Et puis, on met 30, 40, 50 documents iconographique à côté, que ce soit les détails d'exécution ou les photos de tout le processus du chantier, pour vraiment que ceux qui vont lire, et au début comme on était étudiant quand on l'a lancé, c'était beaucoup nos camarades, mais finalement au-delà, puissent vraiment comprendre et aller au fond des choses. Alors comprendre, c'est aussi comprendre d'où ça vient, ce processus, ce matériau, c'est aller un peu dans l'histoire de ce que c'est que la construction paille, et on se rend compte que ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose plutôt qu'on redécouvre, qui a déjà eu lieu, il y a déjà beaucoup de pratiques. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qu'il en est de l'histoire de la construction paille? On va après aller dans le détail de quelques exemples, et pourquoi c'est important de la comprendre? Je pense que de toute façon, pour comprendre quoi que ce soit, hein, pas que pour la paille, c'est bien de savoir d'où ça vient quand même, pour comprendre comment on en arrive à aujourd'hui et peut-être où on va aller demain. Surtout qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a quand même des cycles, notamment pour la paille, où on construit en paille, ça disparaît, ça réapparaît. Donc essayer de comprendre toute cette dynamique et voir si là ça va s'arrêter à nouveau ou si ça va persister. Et finalement, c'est dans le cadre de la revue et m'intéressant à la paille et lisant notamment un livre qui s'appelle Shelter, qui était un best-seller, une bible pour tous les autoconstructeurs dans les années 70. Dans sa traduction française, il n'y avait pas l'article sur la paille. Et donc ça m'a interrogé, faisant un petit peu de traduction de l'anglais au français. Je me dis, je vais le traduire, et en fait, en faisant ça, j'ai découvert une étude plus large menée par un anthropologue américain qui s'appelle Roger Welch, qui lui étudiait
l'habitat des colons, des pionniers américains dans les Grandes Plaines, qui construisaient d'abord en terre et puis qui à un moment ont construit en paille. Parce que tu te dis dans l'histoire, quand on a préparé cet échange, que souvent les périodes de pénurie peuvent aussi générer des nouvelles pratiques. C'est un petit peu ce que j'ai constaté pour l'instant, même si je suis en train de creuser aussi toutes ces pistes dans le cadre de ma thèse. Mais effectivement, dans les grandes plaines américaines, qui étaient considérées comme un désert à l'époque, au XIXe siècle, puisque les colons étaient européens, venaient de régions généralement boisées, très boisées et arborées. Et là, ils arrivent dans les grandes plaines où vous n'avez pas un arbre. Et généralement, vous n'avez pas de pierre non plus, très peu. Et donc, qu'est-ce que vous faites pour passer le premier hiver, avoir un abri, ne pas geler? Et puis, évidemment, il y avait aussi un processus pour devenir propriétaire dans les terres spoliées aux Amérindiens par le gouvernement américain. Vous deviez rendre la terre productive, que ce soit par élever des bêtes ou cultiver la terre. Mais donc pour devenir propriétaire, il fallait construire une maison, une grange ou une étable et cultiver ou élever du bétail. Et donc comment on fait quand vous êtes colon? Généralement vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, c'est une terre que vous défrichez en quelque sorte, il n'y a pas encore de moyens de communication, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de pierre. Donc ils ont construit en terre. Sauf que dans une région qui s'appelle les collines de sable, les Sand Hills, comme son nom l'indique, il n'y avait pas de terre. Que faire pour pas geler au prochain hiver, parce que sinon c'est pas possible. Et par contre, les grandes plaines, vous avez des grandes herbes, des grands graminées qui ondulent sous le vent dans à perte de vue, en quelque sorte. Là, je vous fais une image un peu romantique, mais je pense que c'était quand même assez rude, surtout que les collines de sable, vous imaginez que c'était pas hyper fertile non plus. Donc les colons qui arrivaient là, c'était ceux qui avaient raté la terre promise en Californie et en Oregon, quoi. Donc c'était plutôt les plus pauvres, ceux qui étaient arrivés un peu les derniers. Mais comme ils sont arrivés les derniers, ils sont aussi arrivés plus tardivement dans le 19e siècle, et la botteleuse, la mécanisation de l'agriculture s'était déjà beaucoup développée aux États-Unis. Et donc certains avaient des botteleuses, qui étaient d'abord à bras, puis à cheval et à vapeur au début. Et donc ils faisaient des bottes de foin ou de seigle pour leurs bêtes, pour l'hiver. Et puis à un moment, ils se sont dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas empiler quelques-unes de ces grosses briques là et les maçonner, puis poser un toit dessus, et puis finalement ça nous passe l'hiver. Au début, ça pouvait être un habitat totalement temporaire, le temps de passer quelques saisons, d'emmagasiner un petit peu d'argent, pour évidemment acheter du bois, le faire venir et construire une vraie maison ossature bois. Mais bon, certains ont pu constater que c'était assez confortable finalement l'hiver, quand il faisait moins je sais pas combien dehors. Et donc certaines ça s'est un petit peu développé et certaines ont été pérennisées. Alors, on a quelques photos, je crois, donc j'avance un petit peu, mais c'est des... Tu m'arrêtes, donc c'est bien ça, là on est c'est ce que tu racontes. Complètement. Au 19e siècle, dans le Nebraska. Dans le Nebraska, c'est né à la fin du 19e et ça s'est poursuivi. On dit que la fin du style Nebraska, c'est les années 40. Mais bon, il n'y avait plus beaucoup déjà à cette époque-là. Donc c'est plutôt tournant du siècle, des années 1890, 1900, 1910, 1920, 1930. Et là, vous avez une maison à peu près type, j'ai envie de dire. Vous pouvez voir les différents de bottes qui sont empilées en quinconce, comme une maçonnerie. Parfois, d'ailleurs, on utilisait un mortier entre ces gros ballots, un mortier de terre généralement, et là il n'y a pas de poteau en bois, c'était de la paille porteuse, et aujourd'hui en France on peut parler de technique Nebraska en hommage à ça quand on construit en paille porteuse. Et vous pouvez aussi noter que vous avez un toit à 4 pans, justement pour avoir une bonne répartition des charges. Si vous auriez un toit à 2 pans, ça complexifie un petit peu les choses. Donc là, un toit à 4 pans, avec une lisse haute qui vient répartir les charges et chaîner les murs. Et donc comme ça, la paille va se compresser. Les murs, si jamais, ils ne sont pas forcément hyper compressés, mais la charge va descendre progressivement de manière équilibrée, et donc vous n'allez pas avoir une déformation. Mais vous voyez, là, il n'enduisait pas, celle-ci. Alors on peut se dire, est-ce que c'est parce que la photo a été prise pendant le chantier, mais c'est aussi que c'était considéré comme des habitats temporaires, et donc ils ne voyaient pas forcément l'intérêt de les enduire. Et c'est que parfois, quelques années plus tard, qu'ils ont été enduits, parce qu'ils se sont dit, bah non, on va rester là, quoi. Là, vous avez une autre maison, mais vous voyez que c'est le même style, la même écriture architecturale, la même dimension. Et puis, je crois que tu vas montrer la suivante. Voilà. Et cette maison, qui a été construite en 1925 à Arthur, Nebraska, existe toujours. Là, c'est moi qui ai pris la photo en 2023. Donc, quasiment 100 ans plus tard. Paille porteuse,
là aussi. Vous voyez que là, par contre, il y a un enduit qui a été mis, un enduit ciment, ce qui n'est pas recommandé. Mais bon, c'est ce qu'ils ont fait, là, je ne sais pas quand, mais potentiellement beaucoup plus tardivement. Potentiellement quand même dans on va dire l'équivalent des règles pro américaines pour la construction paille. C'est pas tout à fait ça, mais on va dire que c'est ça. À un moment, ils ont quand même compris les transferts de vapeur d'eau. Et donc, ils disent qu'il faut mettre un minimum d'un 1/6 de chaud dans l'enduit ciment pour qu'il y ait la perméabilité minimum et éviter les condensations dans le mur. Mais cette maison, je trouve ça assez incroyable, c'est qu'elle est inoccupée depuis la mort de ses propriétaires il y a 40 ans. Et malgré tout, elle est toujours là. Donc ceux qui nous disent que la paille, ça tient pas, etc. Potentiellement, évidemment, mais quand c'est bien construit, comme celle-ci semble l'avoir été, il n'y a pas de raison qu'elle disparaisse comme ça, plus vite qu'un autre type d'ouvrage. Alors, à l'intérieur, j'ai pu constater quand même, évidemment, il y a une fuite dans le toit, donc bon, je ne sais pas encore combien de temps elle va tenir, mais malgré tout, quand même, 40 ans sans entretien ni chauffage, pour une maison en paille porteuse, je ne sais pas quelles étaient les fondations. S'il y en avait, oui. Bon, après, il n'y a pas non plus tant de charge. C'est toi qui as pris la photo, tu as été dans le Nebraska pour aller au plus près de cette culture de la construction paille américaine. Qu'est-ce que tu en as retiré ? En fait, j'ai eu la chance d'être lauréat d'une bourse de l'Ordre des architectes américains pour aller voir la construction paille, aller aux racines et puis rencontrer tous ceux qui construisent en paille aujourd'hui. C'était un voyage dense mais absolument fabuleux. Et ça c'est la autre maison, mais ça c'est une photo prise par quelqu'un d'autre un peu plus tôt. Et effectivement, dans le Nebraska, ça n'a pas pris. En fait, il n'y a pas grand monde dans le Nebraska aujourd'hui, donc il ne se passe pas grand-chose de toute façon. C'est aussi pour ça qu'ils n'arrivent pas forcément à entretenir ce patrimoine. Mais dans d'autres secteurs, dans d'autres régions des États-Unis, notamment en Californie, vous avez un réseau qui est assez actif, qui est plus ou moins structuré, qui a réussi à faire passer, on va dire, des textes normatifs et qui a une demande. Par contre, la différence, c'est qu'il y a... ça reste essentiellement de la maison individuelle quand même dans la commande qu'on a le plus souvent, alors qu'en France on a énormément d'écoles qui sont construites en paille de plus en plus. Aux États-Unis c'est encore des exceptions, mais ils ont aussi des commissariats en paille, j'en ai visité 3. Ils ont aussi beaucoup de lieux de culte, zen, shinto, ashram, vous avez absolument tout. Église aussi, synagogue. Et j'ai vu toutes les obédiences qui avaient des constructions en paille, donc ça c'est assez surprenant, mais malgré tout, les productions les plus récurrentes sont des maisons, que ce soit des cabanes autoconstruites de hippies à des maisons, des villas de luxe pour millionnaires de la Silicon Valley qui ont un vignoble dans la vallée de Napa, quoi. Il y a vraiment tous les styles maintenant. Alors quand on parlait tout à l'heure de l'ambiance des chantiers d'éco-construction en France, aux États-Unis, tu as découvert aussi qu'il y avait une fonction sociale derrière la construction paille. Quand tu parles du bale raising, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors c'est aussi une pratique sans le nom qu'on peut trouver en France beaucoup, mais aux États-Unis, il y avait cette pratique courante dans les communautés, les fameuses communautés américaines, et qu'on retrouve encore chez les Amish ou les Ménomites aujourd'hui, d'appeler ses voisins pour dresser les portiques de sa grange, évidemment, parce que c'est une proportion un peu plus... Voilà, tout seul, on a un petit peu de mal, donc on appelle les voisins pour nous aider, puis il y a un grand banquet à la fin, et donc plusieurs architectes et artisans pareil, que j'ai pu rencontrer notamment en Californie ont adapté cette pratique sociale, et ils ont appelé ça non pas la barn raising, mais la bale raising, donc hisser les bottes, mais là en l'occurrence c'est qu'ils vont appeler tous les copains quand la dalle, la structure porteuse en bois, l'ossature en bois et la couverture ont été posées, ils battent leur appel et en un week-end, toutes les bottes de la maison sont mises en œuvre, plus ou moins bien. Mais il y a beaucoup de découpes, j'ai trouvé dans les chantiers que j'ai pu voir en cours. On sait que c'est du boulot quand même de recouper toutes les bottes, donc on essaie d'avoir un calpinage un peu plus intelligent, mais bon, ça c'est aussi avec l'expérience que les architectes et les ingénieurs vont bien faire leur calpinage de plans. Mais c'est vrai que ça c'est une pratique qui est très forte et qui est aussi très importante pour la diffusion
comme vous l'avez dit avant, comme faire connaître, parce que quand la maison est finie, qui vous dit que ça c'est en paille, vous ne vous rendez pas forcément compte que cette maison est en paille. Et donc c'est bien pendant le chantier d'associer les gens, de le faire visiter, etc., etc. Donc on peut dire qu'il y a vraiment une intensité sociale derrière la paille, aux États-Unis, en France aussi, mais qui dépasse le simple aspect constructif. Oui, c'est presque une occasion pour se réunir, échanger, mais qui a aussi probablement ses racines, bon, évidemment dans la contre-culture américaine, dans le renouveau de la paille, parce que c'est issu de là, mais aussi puisque la renaissance de la paille, parce qu'après le moment du Nebraska, ça a un petit peu disparu pendant quelques années, jusqu'à les années 70, et là c'est revenu plutôt par tous les mouvements d'autoconstruction, de communautés alternatives, d'habitat autonome, solaire. Donc il y a eu tous ces courants-là, avec quand même une envie de vivre autrement, de manière alternative, parfois en communauté, et souvent c'était autoconstruit. C'est pour ça que la paille au Nebraska, mais plus tard, a aussi été plébiscitée, et y compris en France, où il y a eu un peu le même processus de renaissance dans les années 80-90. Et donc à ces moments-là, à un moment sur le chantier de construction, il y a le foyer qui construit, mais on appelle aussi les copains, les voisins, pour nous filer un coup de main. Et donc c'est aussi ça qu'on conserve, mais qu'on a aujourd'hui dans les chantiers participatifs, pour essayer de montrer comment c'est fait, qu'est-ce qui se passe derrière, et créer de nouveaux liens, et aussi d'une certaine manière nous réapproprier la compétence de l'acte de bâtir. Là j'étais attiré par la photo que tu as mise, parce que c'est un bâtiment incroyable. Je te laisse le présenter peut-être. On considère que c'est le dernier bâtiment en paille du Nebraska. Il a été construit en 1946, le Lone Oak, et c'est un restaurant avec une salle de bal. Et c'est aussi dans presque un trou paumé du Nebraska. Mais vous voyez que là, on a complètement changé dans l'écriture architecturale. Enfin, il y a une écriture. Ça fait un bâtiment. Enfin, on voit des lignes modernes, art déco, limite presque. Et c'est assez incroyable de se dire que même si la paille a cet imaginaire associé au hippie évidemment, mais sinon au cutéreux, il y a quand même un passif, il y a un imaginaire très négatif et péjoratif, malgré tout d'habitat très organique, tout en rondeur. Vous avez aussi là des choses très, très épurées qui correspondent à tous les principes de l'architecture moderne, en tout cas certains d'entre eux. Et donc je trouve que c'est ça assez surprenant que déjà à l'époque, est-ce que c'est vraiment une exception, on a pu donner une écriture architecturale à la construction paille, qui ne soit pas forcément révélatrice de la matière. 10 ans auparavant, là il n'y a pas la photo, mais c'est juste pour vous raconter, en Alabama, il y a un médecin qui construit sa maison, mais lui il l'a fait en style néoclassique. Donc vous avez un fronton grec, des colonnes corinthiennes ou ioniques, je ne sais plus, en paille. Enfin, pas la colonne, je pense, et sa maison a malheureusement brûlé quand il a emménagé. Et vous savez ce qu'il a fait? Il l'a reconstruit à l'identique, toujours en paille, mais il a changé la structure. Il est passé d'une structure bois à une structure béton. Mais la paille est restée, alors que sa maison avait cramé. Donc, comme quoi, c'est pas forcément la paille qui brûle. Mais ça, en France aussi, on a notre histoire de la paille, avec une maison emblématique. Elle était dans le film qu'on a vu tout à l'heure. C'est la maison Feuillette. Peut-être que je te laisse également la présenter. Oui, alors là, c'est une maison à Montargis que vous pouvez visiter, qui un temps a été rachetée a été propriété du réseau français de la construction paille, ça ne l'est plus. Une maison qui a été construite en 1920 par un inventeur de trouve-tout qui s'appelle Émile Feuillette, qui d'ailleurs avant ça a bossé dans le coin, parce qu'il a bossé à Goderville, parce qu'il avait inventé plusieurs machines sur le rouillage et le défibrage du lin. D'ailleurs, je fais une petite aparté, le système j'ai trouvé quelques photos des usines qu'il avait à Goderville, le système constructif bois ressemble pas mal à celui qu'il a pris là. Donc si vous avez des copains, des contacts auprès de l'industrie du lin de Goderville, je veux bien que vous me les filiez, parce que j'aimerais bien savoir, c'est de retrouver si ces usines sont toujours là. Et donc, le problème en 1920, c'est que on sort de la Première Guerre mondiale, il y a énormément de régions qui sont complètement dévastées, et énormément de gens qui n'ont plus de toit. Et donc, lui imagine un système constructif, non pas une baraque temporaire en kit préfabriqué, mais quelque chose de plus pérenne, mais qu'on peut construire d'ores et déjà aujourd'hui. Je veux bien que tu passes sur l'autre photo. Tu n'avais pas la troisième aussi?
Non, ok, bon, on va rester sur celle-ci. Et donc, il trouve un système constructif où vous voyez en ossature bois, donc là on est différent, c'est le bois qui porte, mais de petites sections. C'est pas une charpente traditionnelle poteau-poutre, mais vraiment une ossature. Et en fait, ce sont des portiques ou des poteaux-poutres treillis, donc faits avec des petites sections de bois, puisque la plupart des forêts ont été largement coupées pour faire les tranchées, les casemates, etc. Donc on a que des petites sections, et donc il fait ces portiques-là, et puis il empile des bottes de paille. On essaie quand même de se nourrir toujours, donc on a du blé et de la paille à profusion, et il les empile. Et cette maison, en fait, celle-ci a été habitée par sa fille. Mais il en a construit 3-4 sur ce modèle. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il y a eu un article de Sciences et Vie à l'époque qui disait, qu'on connaît toujours, qui disait que c'était une maison qui était chaude en hiver, fraîche en été et économique toute l'année, qui sont encore des qualités qu'on met en avant et peut-être qui ont été conformées par l'étude CAP. Je n'ai pas encore lu toutes les pages, mais vous corrigerez si vous dites l'inverse dedans. Mais donc c'est assez surprenant, c'est qu'il y avait quand même eu un peu de médiatisation, et pourtant il a fait ces 3-4 exemplaires et ça s'est arrêté. Et aujourd'hui elle ressemble à ça, et dans Topophile tu dis qu'elle n'a pas un brin blanc. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi et quelles sont ses qualités? Ce qui est assez surprenant, c'est que bon, là il vous manque le bas, mais je vous rassure, le bas est toujours là. Il n'y a pas des étais qui soutiennent la maison en lévitation, hein. Elle n'a pas été grignotée par des rongeurs ou la paille n'a pas pourri en dessous. Non, justement, on a pu monter dans les combles et là, les têtes de mur, la paille est toujours apparente. Et elle est en parfait état, elle est toujours, alors elle est peut-être un petit peu moins lumineuse, le jaune de la paille est peut-être un peu moins lumineux, mais pour autant elle n'est pas du tout brune, elle n'est pas du tout moisie. La seule différence, c'est que vous avez des liens en fer et non pas en ficelette synthétique. Et donc ça tient tout à fait, mais là il faut aussi se rappeler que c'est une structure bois, donc la question du tassement et autres, et même les bottes étaient assez comprimées, donc finalement ça n'a pas bougé. Et moi ce que je trouve très frappant, c'est que quand vous passez dans cette rue, vous ne dites pas que c'est une maison en paille, enfin il n'y a rien de la distingue à part sa magnifique vigne vierge dessus, de ses voisines. Et donc ça veut dire que même alors qu'il y a une plante dessus, l'enduit a été bien entretenu, c'est un enduit épais, évidemment, c'est pas les enduits qui sont de la peinture qu'on met aujourd'hui, parfois, c'est 4 cm, 5 cm, 6 cm, donc ça tient quand même très bien dans le temps. Alors évidemment, là, elle est plus occupée à temps plein. Il y a eu un centre de formation qui s'y est créé qui a construit un bâtiment derrière en paille. Mais donc, de toute façon, l'usage et le confort intérieur, c'est plus difficile de savoir, mais ils n'ont pas installé de clim, en tout cas, ça, on peut vous le dire. Si on revient à aujourd'hui, on peut dire que la France est plutôt en pointe sur la question de la construction paille. Quel est par rapport aux autres pays européens ou à l'international, quelle est sa place? Est-ce qu'elle a vraiment il y a vraiment un coup d'avance en France sur ces sujets-là? Alors, j'ai pas visité tous les pays du monde et j'ai pas des contacts pailleux dans tous les pays, mais par rapport aux États-Unis où probablement il y a presque un continent, les États-Unis, où vous avez des constructions dans tous les États, il n'y a pas l'organisation qu'on peut avoir comme le RFCP. C'est beaucoup plus éparpillé, mais aussi du fait de la géographie de ce pays. On sait bien que pour mener des projets qui dépassent la question de l'autoconstruction de sa maison, il faut réunir beaucoup de gens autour de la table. Et si le prochain pailleux il est à 5 heures de route, c'est un peu plus difficile quand même d'arriver à monter des projets, à changer d'échelle, etc. Donc aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de construction, il y a quand même des gens qui sont actifs, mais ils sont beaucoup plus éparpillés, c'est beaucoup moins dense qu'en France, et la maison individuelle reste le principal objet, le principal bâtiment construit, mais il faut aussi savoir qu'ils n'ont pas la commande publique comme nous on l'a en France. Donc c'est vraiment pas du tout les mêmes règles, c'est un État fédéral, c'est complètement différent. Dans le reste de l'Europe, de ce que j'ai pu voir, parce que j'étais en septembre dernier aux rencontres européennes de la construction paille, puisque vous avez un réseau européen qui s'appelle l'ESBA. D'ailleurs, les prochaines rencontres européennes et internationales seront normalement en France, confirmées l'année prochaine. Et j'ai quand même pu constater que on m'avait déjà dit que la France était en avance, mais là j'ai pu le constater de mes propres yeux, en tout cas à l'aune des interventions et des présentations des autres pays, où finalement on reste sur... personne n'a un réseau aussi bien structuré qu'en France, parfois avec autant d'antériorité, voire plus, mais
pas aussi structuré, avec un réseau de professionnels beaucoup moins fourni. C'est encore beaucoup d'autoconstructeurs. Et souvent, ils n'ont que un charpentier qui fait de la préfabrication, par exemple. Qui est parfois même un charpentier, mais qui est en fait un industriel qui fait du caisson 3 pays plus loin. Et qui les exporte dans votre pays. Donc c'est pas du tout la même dynamique. Et même aux États-Unis, j'étais très frappé, alors qu'ils parlent de préfabrication à peu près pour tous les sujets, sur la construction de paille, ils en parlent depuis 30 ans, mais il y a eu quelques expériences, mais vraiment infructueuses, et ça n'a pas apporté ses fruits. Ce qui explique peut-être aussi qu'on soit resté dans cette échelle-là. Alors qu'en France, la plupart des charpentiers qui ne sont pas tout seuls, qui ont une petite équipe, ils sont 5 compagnons, 10 compagnons, 15 compagnons, 50 compagnons, ils font aussi de la préfabrication. Et donc quand on change d'échelle ou qu'on travaille dans des sites contraints urbains, ça facilite quand même pas mal de choses pour plein de raisons. Et donc dans les autres pays européens, c'est encore très rare. Donc souvent ils ont un ou deux gros charpentiers industriels spécialisés dans la paille qui ont leurs produits, et après les autoconstructeurs, si je caricature. J'ai l'impression qu'il n'y a pas toute cette diversité à tous les niveaux comme on peut l'avoir en France. Et puis ils n'ont pas des règles pro, enfin pas tous. Mais ils ont été traduits en anglais, donc on les aura refilés là-bas pour essayer de faire avancer les choses. Et ils n'ont pas l'appel paille ni un outil cap pour... Oui, mais ça jusqu'à ce soir personne ne l'avait, donc on ne peut pas leur en vouloir. Merci Martin pour cet éclairage. Le temps passe. Je propose peut-être de passer la parole aux personnes dans le public. Si vous avez des questions à poser à Martin, c'est maintenant. On pourra continuer après en buvant un coup, mais en tout cas, n'hésitez pas à profiter de sa présence pour poser toutes vos questions. Qui se lance? Là-bas. Je voulais savoir quelle est la motivation de l'AREP pour embaucher un thésard, et est-ce que du coup ça traduit une transformation à l'intérieur de l'AREP, parce qu'on se dit que 1000 personnes, ça fait une force de transformation derrière possible. Alors, j'étais pas dans les... Ils m'ont pas invité au comité de direction quand ils ont parlé de ma proposition. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui les avait penchés pour ça. Mais néanmoins, ils avaient déjà un référent paille en interne et un référent terre. Et il y avait déjà plusieurs projets en cours en paille, en cours d'études, et un livré quand je suis arrivé. Donc c'était déjà engagé dans cette voie-là. Ils ont fait des équipements plutôt techniques, industriels, de maintenance ou de bureaux en paille. Donc, il y en a un à Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne, et là il y en a 5-6 autres en cours aussi un peu partout en France, qui normalement sont suffisamment avancés pour ne pas craindre qu'ils soient déshabillés et que la paille disparaisse. Et donc il y a aussi cette volonté, enfin, ils ont une démarche environnementale interne. Le président, c'est Raphaël Bénard, qui s'intéresse pas mal à la question environnementale dans le bâtiment depuis très longtemps, à la question de l'énergie notamment. Et le directeur général, c'est Philippe Biwix, qui a écrit l'âge des low-tech, donc c'est intéressant à la réfaction des ressources et leur disponibilité. Alors plutôt les métaux pour lui, mais en tout cas il y a une ouverture d'esprit là-dessus. Donc je pense que ça a pu les intéresser, à la fois l'approche sur la matière, et puis surtout ils ont un département recherche en interne, donc ils ont l'habitude d'avoir des doctorants. C'est aussi pour ça que j'ai postulé chez eux, parce que je me dis ils en accueillent, donc je pouvais pas au début je voulais le faire au sein du réseau français de la construction de paille. Ils n'ont pas refusé, mais qu'en fait comme j'avais été secrétaire, j'avais pas le droit. Parce que j'ai eu un poste de responsabilité, bon, bénévole complètement, mais dans les critères administratifs des CIFRE, c'était pas possible. Donc il a fallu trouver d'autres gens qui avaient les moyens. Une autre question? Tout a été très clair. Très bien. Marie, je te rends le micro. Merci Martin, pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup Martin, merci Maxence. Topophile, l'ami des lieux. La revue des espaces heureux. Ce qui pourrait synthétiser un petit peu cette soirée pour moi. On va pouvoir vous donner, si vous le souhaitez, notre cap en sortant, contre une petite adresse mail pour qu'on ne vous la renvoie pas si vous n'êtes pas dans nos petits fichiers avec des
des personnes à qui on a prévu de les envoyer déjà. Pour nous, pour les 4 filiales, c'est un peu la fin d'une aventure, mais je vous le disais, il y aura d'autres choses après. Déjà parce que mes collaborateurs de For All Studio ont décidé qu'ils ne nous lâcheraient pas. Donc, et comme je n'ai pas envie de les lâcher non plus, l'OGEO Seine, en tout cas, s'engagera dans la poursuite de ces projets-là. Donc on va déjà commencer, on sera au forum Bois Construction au Grand Palais à la fin du mois de février pour présenter CAP. Je crois qu'on travaillera volontiers avec le RFCP dans le cadre de POP 2030 et on a eu d'autres sollicitations aussi de l'USH aussi pour travailler ensemble. Et vous l'avez compris, c'est vraiment l'esprit, on est dans cet esprit du bien commun et de travailler ensemble. Je pense que ça rejoint vraiment la philosophie de ce qu'on aime faire, en tout cas chez l'OGEO et j'en suis convaincue chez les autres filiales aussi. Donc voilà, c'est aussi le début d'autre chose. C'est une petite conclusion, j'ai une petite émotion, mais je suis aussi très heureuse de savoir que tout ce travail va pouvoir être mis à profit de choses qui nous dépassent un petit peu, mais auxquelles on sera ravis de contribuer évidemment. Donc voilà, je vous remercie infiniment pour cette soirée. Merci à tous ceux qui ont organisé, prévu le film, les photos, enfin bon, bref, tous ceux que j'aurais oubliés. Je vous invite à passer à côté parce qu'on va boire un verre, parce qu'on ne termine jamais une soirée au 139 sans partager un verre et grignoter quelque chose ensemble. Et puis, donc, que vous partiez maintenant ou après avoir bu un coup, on vous propose de récupérer votre CAP ou la version light si vous ne sentez pas de vous coller et le diagramme et les 160 pages de fiches. Bon, 120 pages de fiches. Pour dormir, ça doit être pas mal. Hein. Enfin, si vous n'y comprenez rien, c'est comme la météo marine, ça berce. Donc voilà, en tout cas, il y a la version engageante et à lire au coin du feu de Repères et Récits qui plaira et sera utile à tout un chacun. Voilà. Et n'hésitez pas en tout cas à faire connaître l'outil. Il est là pour être diffusé. Voilà. Merci à tous.